Quand on parle de cancer du sang, on pense souvent à la leucémie. Pourtant, près de la moitié des cancers du sang sont des lymphomes. Mais quelle est la différence et existe-t-il plusieurs types de lymphomes? Pour répondre à nos questions, j'accueille le docteur Sylvain Choquet. Il est chef de service d'hématologie à la Pitié-Salpêtrière. Docteur Sylvain Choquet, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce que c'est que le système immunitaire? C'est une question qui est complexe. On va essayer de faire le plus simple possible. Système immunitaire, quels sont les buts? Lutter d'abord contre les infections, deuxièmement contre des cellules anormales, essentiellement ce qui nous intéresse aujourd'hui, les cancers. Après, il y a une immunité qu'on appelle innée, qui ne va pas être spécifique, qui existe dans des très vieilles bactéries qui existent depuis des milliers d'années. Et ça va toucher des protéines comme le complément, par exemple, qui existent sur quasiment tous les êtres vivants. Et puis, un peu plus complexe, des cellules, comme les neutrophiles, comme les macrophages. Eux, ils ne sont pas spécifiques, ils bouffent tout ce qui est anormal. Et puis après, il y a une immunité plus intelligente, qu'on dit adaptative, qui va faire intervenir certaines cellules et les anticorps. Les cellules qui interviennent, ce sont essentiellement les lymphocytes T, qui vont, pour certains, aider à amplifier le système immunitaire, et pour d'autres, détruire directement, ce qu'on appelle les lymphocytes T cytotoxiques. Et puis à côté, il y a l'immunité humorale, c'est-à-dire ce sont les lymphocytes qu'on appelle B, qui eux font fabriquer les anticorps, qui vont avoir des spécificités très 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 larges pour pouvoir se fixer contre une bactérie, un virus, une cellule tumorale, et ensuite attirer le système immunitaire. Donc oui, c'est quelque chose qui est très très complexe. Où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve partout. Et puis il y a ce qu'on appelle le système immunitaire, système lymphoïde, qui comprend les lymphatiques, qui sont juste accolés en fait au système vasculaire, et puis la rate et les ganglions. Qu'est-ce qu'un lymphome et en quoi le lymphome se distingue d'autres cancers du sang comme la leucémie par exemple? Alors le lymphome, si on veut être là aussi un peu simple, on va reprendre l'étymologie du mot. Vous avez d'un côté lymphe, donc on en a parlé, les lymphocytes, le système lymphatique, et de l'autre côté home. Alors, en général, on a l'habitude de connaître les tumeurs en home comme les fibromes par exemple, qui ne sont pas toujours malins, mais qui sont des choses qui sont solides. Donc pour faire simple, on a quelque chose de solide, on biopsie, on regarde au microscope, on voit que c'est fait de lymphocytes, donc c'est une tumeur faite de lymphocytes, lymphome. Vous voyez, ça c'est la façon qui est un petit peu simple, mais au moins qui généralise l'ensemble. En quoi ça se différencie des autres cancers hématologiques? On verra que c'est important parce que c'est la famille des cancers les plus fréquents. Il y a toute une grosse partie de cancers du sang qui vont se développer à partir de l'usine qui fabrique les globules, c'est-à-dire dans les os, dans la moelle osseuse. Et là, on va voir les leucémies, on va voir les myélomes multiples qui partent de là, mais qui envahissent la moelle, les leucémies qui sont aiguës ou les leucémies qui sont chroniques. Les lymphomes, dans l'immense majorité des cas, ils commencent en dehors. Pourquoi? Parce que le lymphocyte, il ne mature pas dans la moelle osseuse, mais à l'extérieur, dans les tissus, dans le thymus, dans les os. Donc on va avoir en fait les mutations qui vont provoquer les cancers qui vont se faire en dehors de la moelle osseuse. Bien sûr, il y a des exceptions, il y a des lymphomes qui sont dans la moelle osseuse, mais ça c'est la façon la plus simple de montrer la grosse différence entre les lymphomes extérieurs de moelle osseuse et les autres cancers comme la leucémie, presque toujours dans la moelle osseuse. La deuxième grosse différence, c'est que le lymphome, il est solide, comme les cancers solides, on voit une boule, on peut la toucher, le chirurgien peut la toucher. Les autres maladies en général, elles sont liquides. C'est une infiltration de cellules. Il existe plusieurs types de lymphomes, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, il existe beaucoup de lymphomes. Historiquement, M. Hodgkin, il avait décrit, alors maintenant il y a à peu près 2 siècles, une tumeur faite de lymphocytes. Donc il avait appelé ça le sarcome lymphocytaire à l'époque, parce qu'il n'y avait pas le mot lymphome. Puis ensuite, les anatomopathologistes ont vu qu'il y avait d'autres types de lymphomes. Donc par respect, ils ont dit que c'est d'autres lymphomes non hodgkiniens. Maintenant, c'est la famille qui est la plus grosse. Donc déjà, la première dichotomie, lymphome de Hodgkin et lymphome non hodgkinien. Et puis ensuite, au fil des années, régulièrement, l'OMS nous donne des classifications très précises en fonction de l'aspect des cellules, de la coloration des cellules, des marqueurs et de la biologie moléculaire maintenant. Ce qui fait que dans les non-hodgkiniens, on va avoir à peu près 80 lymphomes différents. Donc c'est très très différent. Pour nous, c'est important parce que le pronostic est différent, les traitements peuvent être différents, on traite ou on ne traite pas. Donc on va de plus en plus en finesse, et puis parfois il y a une entité qui va disparaître parce que pas utile, ou une autre qu'on ne sait pas classer, qu'on va dire NOS, non spécifiée, et qu'on va pouvoir affiner par la suite. Est-ce qu'il existe des prédispositions ou des facteurs de risque quand il s'agit du lymphome? Prédisposition, il y en a très peu. On le sait maintenant, on ne l'apprend pas trop en école de médecine, mais il y a des familles avec des lymphomes, des myélomes, des leucémies chroniques ou aiguës. Il existe un registre national d'ailleurs pour étudier ces familles-là.
On a quasiment 0 gène identifié pour l'instant, parce que contrairement au cancer du sein du côlon, il y a beaucoup moins de cas, mais en tout cas, c'est une recherche qui se fait de façon internationale et pas mal en France. Donc oui, il y a des familles qui sont prédisposées de façon assez simple, comme ce sont des maladies relativement rares. S'il y a 2 cas dans une famille, c'est-à-dire si vous avez un lymphome et si votre grand-père ou votre mère a un lymphome, c'est très probablement une forme familiale. Après, on pourrait aller dans les détails, parce qu'on a quelques informations. On pense qu'il y a un seul gène qui va prédisposer comme ça. Ça, c'est première prédisposition. Puis ensuite, on a des facteurs de risque. Les facteurs de risque qui sont connus depuis très longtemps, c'est l'immunosuppression. Donc vous allez avoir le VIH, vous allez avoir les rares déficits immunitaires de l'enfant, et puis vous avez ce qui existe beaucoup dans les pays riches comme le nôtre, enfin de moins en moins, mais en tout cas toujours, c'est les transplantations. Les transplantations d'organes ou de cellules souches hématopoïétiques ont besoin, pour éviter le rejet, d'avoir une immunosuppression, soit continue à vie pour les organes, soit quelques mois pour les cellules souches hématopoïétiques. Et ça favorise des lymphomes particuliers qu'on appelle des lymphomes post-transplantation, sont classés à part. On a des virus. Je vous ai parlé du VIH, mais c'est le contexte immunosuppressif qui provoque ça. Ce n'est pas le VIH qui déclenche la mutation, mais dans les contextes immunodéprimés, on a l'Epstein-Barr virus qui peut déclencher la maladie. Alors, certaines études ont montré que la mononucléose infectieuse due à l'Epstein-Barr virus donnait un petit peu plus de Hodgkin, par exemple. Donc oui, il peut y avoir un lien. Et puis il y a des cas qui sont clairement identifiés également avec des bactéries, comme l'Helicobacter pylori, qui existe de façon assez commune dans l'estomac, donne des gastrites, des ulcères, qui peut provoquer des lymphomes particuliers qu'on appelle les lymphomes du Malte gastrique. Et ça, on le sait de façon formelle, parce que les premières études qui avaient utilisé que des antibiotiques pouvaient guérir le lymphome. C'est la première fois qu'on montrait ça. Donc il y a des maltes très connus donc, pour l'estomac. Il y en a aussi avec le virus de l'hépatite C, qui sont des lymphomes de la zone marginale également, vous voyez, par une stimulation qui sont chroniques, probablement également pour les conjonctives, des choses comme ça, mais ça, c'est un petit peu moins sûr. Cela dit, la grande majorité des lymphomes n'ont pas de cause. Je voudrais aborder un sujet délicat, mais dont tous les patients et patientes se posent la question, c'est quel est le pronostic quand on me diagnostique un lymphome ? En fait, il y a des pronostics qui dépendent du lymphome. Contrairement au cancer solide, où l'extension est essentielle, ça l'est beaucoup moins, nous, dans les lymphomes. C'est-à-dire que pour un type de lymphome, le fait qu'on soit à un stade 1, c'est-à-dire une seule localisation ou qu'il y en a un petit peu partout, ça n'a pas changé énormément, un petit peu, mais pas énormément. Nous, pour les lymphomes non-Hodgkiniens, c'est vraiment le type anatomopathologique. C'est-à-dire que certains lymphomes T vont être beaucoup moins bons que certains lymphomes B diffus à grandes cellules. Et puis, il y a des sous-classes. Donc, l'anatomopathologie, pour nous, c'est le critère principal de gravité. Ensuite, on peut avoir des finesses avec certaines mutations qu'on connaît. Et puis, il y a les grandes idées. Pour les grandes idées, déjà, à la louche, on prend tous les lymphomes. La plupart du temps, le pronostic est meilleur que les cancers solides. Mais il y a les sous-classes, il y en a qui sont moins bien. Il y a des lymphomes T pour lesquels on n'a pas de thérapie ciblée très bonne, qui vont avoir une survie globale, un taux de guérison qui va être inférieur à 50%. On va voir certains lymphomes, comme le Hodgkin, où la guérison, quand c'est localisé, va être proche de 100%. Les B diffus à grandes cellules, qui sont les plus fréquents, on en guérit 60-70% du premier coup. Donc vous voyez quand même, les pronostics sont plutôt pas mauvais, c'est pas encore parfait, mais si on veut être simpliste, je dirais que ce sont plutôt des, entre guillemets, bons cancers. Docteur Sylvain Choquet, que diriez-vous à un patient ou une patiente dont on vient de diagnostiquer un lymphome et qui s'apprête à démarrer son plan de traitement ? Ça sera là aussi en fonction du lymphome. Il y a des gens qui ont de la chance, qui vont avoir des lymphomes qu'on dit indolents, pour lesquels il y a des critères de traitement, mais pour certains, on va leur dire « je ne vais pas vous traiter ». C'est un peu paradoxal, on dit « vous avez un cancer, mais actuellement, je n'ai pas besoin de vous traiter ». Et paradoxalement, ce n'est pas toujours évident à entendre par un patient. Moi, il y a des patients qui m'ont dit « non mais dites-moi, je suis foutu, j'ai pas d'option ». Je dis « non, je vous rassure, hein, vous allez vivre très bien. Peut-être que dans quelques années, ça va évoluer, on aura besoin d'un traitement, mais là, il n'y a pas besoin ». Donc il y a des gens qui ont toute leur vie un lymphome, qui n'auront jamais besoin de traitement, qui vont mourir d'autre chose. Ça, c'est le mieux, si vous voulez. Mais il y a l'explication aussi à donner. C'est-à-dire, je ne vous traite pas, mais il faut surveiller. On a un peu l'épée de Damoclès. Mais quand même les rassurer. C'est-à-dire que si le jour où je vous dis, là, vous êtes dans les critères de traitement, rassurez-vous. On a des traitements qui sont efficaces, qui vont vous remettre en rémission. Alors peut-être que vous allez encore rechuter, on a d'autres traitements derrière. Ce type de lymphome indolent, on en meurt très rarement. Puis à côté, il y a les lymphomes qu'on dit agressifs. Les lymphomes T, les lymphomes B diffus à grandes cellules, qui sont les plus fréquents. Pour eux, on dit aux patients, il faut vous traiter. Donc ça, il n'est pas surpris. Ah mince, j'ai une annonce de cancer, c'est dur, je ne connaissais rien à la médecine, et là on me dit que j'ai un cancer. Donc la première chose, c'est, rassurez-vous, on a de très bonnes chances de vous guérir. Le mot est important, mais il ne faut pas que je mente.
sinon il n'y aura plus confiance. Donc je ne peux pas vous le garantir à 100%, ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas les mathématiques. Mais avec votre premier traitement, qui va associer un anticorps à une chimiothérapie, on va parler après des effets secondaires, j'ai 60-70% de chance que du premier coup, ça soit terminé. Donc on leur explique, c'est toutes les 3 semaines, d'abord hospice, premier jour, puis ensuite hôpital de jour, pour l'organisation. Il y aura une infirmière qui va vous expliquer tout ça dans le détail. Donc en général, il y a le choc qui arrive, ils ne vont pas forcément tout entendre de ce qu'on dit, hein. Donc c'est important d'avoir la consultation avec l'infirmière. C'est souvent bien qu'il y ait une autre personne de la famille à côté ou une amie proche pour dire moi j'ai entendu ça. Après, on leur donne, enfin moi j'ai l'habitude de donner mon mail s'il y a des questions, parce que c'est sûr qu'au début c'est stressé, puis ça va s'apaiser, mais surtout quand le traitement va commencer. Quand ils vont se rendre compte, c'est pas aussi catastrophique que ça, l'ambiance est sympa, enfin on est forcé d'y aller, mais ça rassure, vous voyez. Et puis, il faut quand même prévoir l'hypothèse, la possibilité que ça ne fonctionne pas. Donc d'emblée, dire si ça ne fonctionne pas, j'ai d'autres possibilités thérapeutiques derrière, et on ferait qu'on en a beaucoup dans les lymphomes, avec des thérapies extrêmement novatrices, comme des immunothérapies, les thérapies cellulaires, qui permettent là aussi de donner des chances de guérison. Donc rassurez-vous, même si ça ne marche pas du premier coup, on a d'autres options derrière. Je ne pense pas que ça soit nécessaire d'emblée de dire il y a 10-20% qui malheureusement vont mourir du lymphome agressif. C'est vrai, s'ils me posent la question, je ne vais pas mentir, je vais leur dire, les patients âgés qui disent est-ce que ça vaut le coup? Je leur dis oui, parce qu'on a de bonnes chances de vous guérir, même en diminuant les doses si vous êtes âgé. Donc c'est un petit peu complexe, mais dans l'ensemble, c'est rassurer, expliquer le type de traitement, le rythme, quand est-ce que ça va se terminer, mais que le suivi, il est à vie derrière. Merci de nous avoir partagé votre expérience. Je vous en prie.